J'ai toujours pensé que l'ordre était une forme de gentillesse envers soi-même, envers les autres, envers le monde. Je m'appelle Rosalie et depuis plus de 30 ans, je vis dans la même maison, simple et lumineuse, nichée dans une banlieue tranquille, à l'ouest de Lyon. Le jardin derrière compte 3 carrés de potager, les murs sont tapissés de livres et chaque tiroir remplit sa fonction avec rigueur. Le classeur métallique trône près de la fenêtre du bureau, beige, haut de 4 tiroirs, avec des intercalaires si précisément étiqueté que je pourrais retrouver une facture d'eau de 1993 en moins d'une minute. Eau, charge, années 90, inscrit en lettres noires bien droites. Je classe encore par décennies et je tiens toujours mes compteurs à la main, au stylo. Certains diraient que j'en fais trop. Julien me taquinait souvent. Maman, tu serais capable de classer les nuages par ordre alphabétique. Je prenais ça comme un compliment. Dans un monde qui oublie trop vite, moi, j'aimais tout me rappeler. La première fois que j'ai planté des tomates, l'odeur des rayonnages de la bibliothèque en été, la façon dont mon mari défunt pliait chaque reçu en quatre avant de le glisser dans son portefeuille. Aujourd'hui, à 70 ans, les journées sont plus lentes. Mes genoux me font mal au réveil et les escaliers baissement me demandent plus d'efforts. Il m'arrive d'égarer mes lunettes, mais jamais ce qui compte. Je me lève encore à 6 heures, je vérifie toujours le courrier avant 10 et j'aplatis chaque ticket de caisse avant de le ranger à sa place. Les médicaments sont ce qu'il y a de plus compliqué. Ils attendent dans un pilulier rond, un compartiment par jour. Il m'arrive d'oublier si je les ai pris, non pas par confusion, mais parce que les jours sont devenus si calmes qu'ils se confondent. Il te faudrait quelqu'un pour vérifier à ta place, m'a dit Camille un jour, avec cette voix douce qui ressemble à une suggestion, mais agit comme une décision. J'ai hoché la tête en disant que j'y réfléchirais. Je prends toujours le temps de réfléchir avant de laisser quelqu'un réorganiser mon monde. Mais ces derniers temps, mes mains me font davantage souffrir. L'arthrose s'est invitée dans mes pouces, et même tourner une clé ou signer un chèque me donne l'impression de passer un examen sans y avoir été préparé. Et pourtant, la maison tournait comme une horloge, le jardin était en fleurs, les factures payées en avance. Je lisais le journal de la première à la dernière page, puis je découpais les articles, ce qui me semblait être intéressant. Parfois, je les envoyais à Julien. Pensez à toi, j'écrivais dans la marge. Il ne répondait jamais, mais ça me faisait plaisir. Chaque chose avait sa place. Chaque chose avait sa raison. Même le silence se rangeait bien à l'intérieur de mes journées. Mais les choses ne s'effondrent jamais d'un seul coup. Elles commencent doucement dans les coins invisibles, comme oublier si c'était mardi ou jeudi, comme laisser quelqu'un d'autre faire les courses parce que la hanche est raide ce matin-là. Je ne le savais pas encore, mais le premier tiroir qui ne fermait plus tout à fait droit, c'était le début. Pas du chaos, quelque chose de plus froid, de plus calculé, quelque chose qui ressemblait à de l'aide, mais n'en était pas. Julien a commencé à passer plus souvent au printemps. Il disait que c'était juste pour prendre des nouvelles, peut-être tailler les haies ou réparer la lampe du porche. Cela ne me dérangeait pas. Entendre d'autres pas que les miens dans la maison faisait du bien, et il amenait toujours des viennoiseries que je n'avais jamais demandées. Camille venait parfois avec lui. Elle portait des pantalons bien repassés, des pulls doux et affichait toujours un sourire poli avant même que je n'ouvre la porte. On s'est dit que tu apprécierais un peu de compagnie, disait-elle en entrant avec des sacs que je n'avais pas demandés non plus. Au début, c'était aimable. Il prenait soin de mes ordonnances à soin qu'à la pharmacie, me conduisait à la poste, apportait vantait des plats tout prêts les jours où mes mains étaient en est trop raides pour cuisiner. Julien plaisantait en disant que je dirigeais la maison comme à un navire, et maintenant ils essayaient juste de m'aider à tenir le cap. J'ai ri, même si je n'ai jamais aimé les métaphores maritimes, mais peu à peu, leur présence devint une habitude. Camille se mit à trier mon courrier pour me simplifier la vie. Elle mettait de côté ce qu'elle jugeait inutile. Je remarquais qu'elle enfouissait les relevés bancaires sous les publicités, comme on cache quelque chose sous une neige de papier. Julien restait plus silencieux. Il s'asseyait à côté de moi sur le canapé pendant que je payais mes factures, observant pendant que je vérifiais chaque montant. Un après-midi, alors que je massais mon poignet douloureux, il dit: Tu sais, maman, on pourrait t'aider avec tout ça. Rendre les choses plus simples. Il parlait doucement, comme une infirmière vous proposant un siège. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais toujours géré mes affaires seule, après le décès de Bernard, après la perte de ma mère. J'avais réglé les démarches, les impôts, les certificats. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Puis Camille a suggéré d'ajouter leur nom à mon compte en banque. Juste pour qu'on puisse déposer de l'argent si besoin, dit-elle en me tendant une tasse de thé. Tu gardes le contrôle, bien sûr. J'ai hoché la tête, mais quelque chose a changé. Ce soir-là, j'ai ressorti mon ancien cahier de compte et vérifié chaque solde, comme pour m'assurer que les chiffres restaient bien ancrés. Elle vit la douleur dans mes doigts lorsque j'essayais de signer un chèque. Pourquoi ne pas nous laisser régler les factures ce mois-ci?
proposa-t-elle. Tu as assez donné, laisse-nous prendre le relais. Je voulais croire que cela venait de l'amour. Peut-être que c'était vrai, en partie, mais tout allait plus vite que je ne pouvais leur donner. Julien apporta un jour une pochette contenant des documents. Seulement les abonnements, disait-il. Rien de grave. Il les avait déjà remplis, je n'avais qu'à signer. Je suis restée hésitante à la table de la cuisine. Dehors, les tulipes commençaient à éclore. Je pensais à Bernard, à cette promesse qu'on s'était faite sur ce même banc. Toujours garder nos noms à nous deux. Aucun malentendu, aucun regret. Mais Bernard n'était plus là. Et j'étais fatiguée, alors j'ai signé. Un document, puis un autre. Chacun ressemblait moins à une signature qu'à une reddition. Après cette première série de signatures, le changement est devenu plus difficile à la ignorer. Camille se mit à parler des choses différemment. La maison, disait-elle maintenant, plus ta maison. La première fois, j'ai pensé que c'était un simple lapsus. Les gens parlent sans faire attention. Mais très vite, je me suis surprise à corriger non plus la grammaire, mais les intentions dans ma propre tête. Julien, lui, restait doux, toujours celui qui cherchait l'équilibre. C'est juste pour plus de commodité, expliqua-t-il un matin, alors que nous étions assis sur la terrasse. Si jamais il se passe quelque chose, on veut pouvoir agir vite, payer une facture, contacter la banque, gérer un papier. J'ai hoché la tête parce que ça sonnait raisonnable, et aussi parce que je ne voulais pas me disputer avec mon fils un dimanche matin. Mais j'ai commencé à noter davantage de choses, pas parce que j'oubliais, mais parce que je voulais garder une trace. J'ai inscrit quel compte était désormais à quel nom, quel courrier disparaissait mystérieusement de la pile, quel jour Camille avec son ordinateur portable et son bloc-notes. Elle disait que c'était pour tout organiser, mais elle ne me demandait jamais ce que je voulais, moi. Ils ont ensuite ajouté leur nom au contrat d'énergie. Camille déclara: juste pour qu'on puisse parler en ton nom si tu dors ou que tu ne te sens pas bien. Elle avait cette manière de présenter chaque décision comme un sauvetage. Je suppose que c'est ça, le piège de la gentillesse. Elle peut masquer le médicament ou le poison avec du sucre. Un soir, ils ont évoqué l'idée de mettre la maison à leur nom. C'est juste sur le papier, dit Julien en regardant son café. Comme ça, s'il arrive quoi que ce soit, il n'y aura pas de succession compliquée. Pas de confusion. Ça reste chez toi. Camille souriait doucement. Tu ne verras même pas la différence. Je me souviens être restée là, à cette même table, où je lui avais appris à écrire son prénom en cursive, où je préparais ses goûters quand il était petit. Maintenant, il était en face de moi, glissant les documents lentement, parlant d'une voix douce et rassurante. Tu nous fais confiance, n'est-ce pas? J'ai dit oui. Parce que je le voulais. Ou peut-être parce que j'avais besoin de croire que la confiance, une fois donnée, n'avait pas besoin d'être méritée d'encore une fois. J'ai signé le transfert de propriété et Camille peut la glisser dans un dossier avant que je puisse le relire. On s'occupe de tout, dit-elle. Toi, repose-toi. Mais le repos s'est transformé en autre chose. Ils ont commencé à gérer mon emploi du temps. Des rendez-vous étaient en déplacés sans qu'on me consulte. Les courses arrivaient sans que je fasse de liste. Un matin, je me suis rendu compte que je n'avais pas touché à mon chéquier depuis plus d'un mois. Ma propre maison semblait retouchée. Julien suggéra qu'il pourrait réaménager la chambre d'amis. Camille apporta de nouveaux rideaux, juste pour égayer un peu, dit-elle. Mais ce n'était pas mon goût. Rien n'était pris de force, mais tout était lentement effacé, dilué sous l'apparence de l'aide. Il disait que c'était pour simplifier les choses, et peut-être qu'au début, ça l'était. Mais plus les jours passaient, plus je me demandais. Plus simple, pour qui? Le jour où ils ont apporté l'acte de propriété, il faisait étonnamment doux pour un mois d'octobre. Camille est venue seule cette fois, habillée d'un beige discret, un porte-document en cuir à la main. On va faire ça rapidement, dit-elle en posant les papiers sur la table de la cuisine. Cette même table où je refroidissais mes tartes les autres fois, où je pliais les papiers cadeaux à Noël. Elle étala les documents avec un soin méthodique. C'est la dernière étape, dit-elle en souriant. Comme ça, il n'y aura aucun imbroglio légal plus tard. Tout sera fluide. Je remarquai qu'elle disait fluide comme si ma vie était devenue une couture qu'elle devait trancher. Julien n'était pas là. Camille, elle expliqua qu'il était débordé au travail. Mais je savais qu'il ne voulait pas voir ça. Il n'avait jamais aimé les conflits, et peut-être, au fond de lui, savait-il très bien ce que cela représentait. Mes mains étaient plus raides que d'habitude ce matin-là. J'essayais d'ouvrir le tiroir où je gardais mes lunettes, mais il coinça. Camille l'ouvrit pour moi sans demander. Laisse-moi faire, dit-elle avec cette voix sirupeuse. Tu as déjà fait plus qu'assez. Elle tourna chaque page vers moi, tapotant l'endroit où je devais signer. Ce sont des documents standards,
Il s'agit juste de finaliser le transfert du titre de propriété, expliqua-t-elle. J'ai lu ce que je pouvais, mais les mots étaient devenaient au flou. Ma signature tremblait plus que je ne l'aurais voulu. Je pensais à Bernard. Il aurait détesté ça. Quand nous avons acheté cette maison, nous avions signé les papiers ensemble, assis par terre dans le salon, avec des plats à emporter sur les genoux. C'est à nous deux, m'avait-il dit. Tous les deux, également. Je pouvais encore l'entendre dans ma tête, calme et sûr, me rappelant que nous avions construit tout ça pièce par pièce. Camille observait pendant que je signais la dernière ligne. Parfait, dit-elle, en glissant le document comme une pièce de puzzle terminée. Puis elle servit du thé, comme si ce n'était qu'un après-midi ordinaire. Je fixai la tasse posée devant moi. Je n'avais pas envie de boire. Quelque chose en moi, cette partie qui faisait les comptes à la main, qui gardait chaque facture, savait que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Je ne leur avais pas simplement donné un titre. Je leur avais offert quelque chose qu'ils n'avaient pas gagné. La possession sans la compréhension. Ce soir-là, je me suis assise dans le bureau et j'ai ouvert le tiroir du bas du classeur. J'ai créé un nouveau dossier, transfert. À l'intérieur, j'ai glissé la copie que Camille elle avait laissée, accompagnée de mes propres notes, dates, noms, changements. Je ne savais pas exactement pourquoi je les gardais. Peut-être parce que le papier ne ment pas. Peut-être parce qu'une vérité écrite est plus difficile à effacer. Je ne me sentais pas triste. Pas encore, juste fatiguée. Une fatigue qui s'installe derrière les yeux, qui rend tout plus silencieux. J'écoutais l'horloge qui battait doucement et je me disais que tout resterait pareil. Mais au fond, je savais que la maison ne m'appartenait plus vraiment. Et peut-être que la confiance que je leur avais donnée si librement non plus. Cela faisait des mois que je n'étais pas partie plus de quelques heures. Quand mon amie de toujours, Marianne, m'invita à passer le week-end chez elle à Annecy, j'hésitais. Tu as besoin d'air frais, dit-elle au téléphone, et de quelqu'un qui ne changera pas tes rideaux pendant ton absence. J'ai ri. Cela faisait longtemps qu'on ne m'avait pas dit quelque chose de simple, sans sous-entendu ni arrière-pensée. Marianne, elle avait toujours été directe, c'était ce que j'aimais chez elle. Nous nous étions rencontrés en école de bibliothécaire, deux têtes dures, passionnées par le silence et l'ordre des rayons. Étonnamment, Camille se montra enthousiaste à l'idée de ce voyage. C'est une excellente idée, dit-elle avec une légèreté un peu forcée. Tu le mérites, on s'occupera de la maison. Elle proposa même de me conduire à la gare. Je refusai poliment. Ce trajet m'appartenait. Le week-end fut doux, apaisant, chargé de souvenirs qui sentaient le bois ancien et la cannelle. La maison de Marianne était pleine de bibelots, de bruit, de chaleur, comme la mienne autrefois. Nous parlâmes tard dans la nuit, pas de l'avenir, mais du passé. C'était comme respirer après une longue apnée. Le dimanche matin, je fis ma valise et pris le train matinal vers Lyon. Par la fenêtre, je regardais les arbres passer, jaunes et roux. Je me sentais calme, ancrée. Mon jardin me manquait, mon lit, mon espace. J'étais prête à rentrer. Mais dès que le taxi entra dans mon allée, quelque chose sembla déplacé. Les rideaux n'étaient plus les miens. Les pots de fleurs avaient changé de place. Et quand j'insérai ma clé dans la serrure, elle ne tourna pas. Je recommençai, plus lentement. Rien. Je frappai, puis sonnai. Camille ouvrit la porte, mais ne l'ouvrit pas complètement. Elle sortit, refermant doucement derrière elle. Rosalie, dit-elle avec une douceur étudiée, on ne t'attendait pas si tôt. Elle portait un gilet beige et des ballerines, comme si elle avait préparé une discussion. Pas une explication. Je tentai de voir à l'intérieur, mais la porte resta close. Qu'est-ce qui se passe demandai-je. Ma voix était posée, je n'avais pas crié depuis des années. Elle croisa les bras devant elle. On s'inquiète, commença-t-elle. Tu semblais un peu confuse ces derniers temps. Tu as manqué un rendez-vous médical. Tu as oublié la plaque allumée. Julien et moi, on a réfléchi et on pense que ce n'était plus prudent que tu vives seule. Je restai figée. Vous avez changé les serrures? Elle acquiesça, toujours calme. Juste le temps qu'on trouve une solution. Pour ta sécurité. Tu vas aller chez ma sœur, temporairement. Elle a une très belle chambre d'amis. Je me tenais là, sur mon propre trottoir, ma valise à la main, et je compris que je ne possédais plus rien. Ni la porte, ni le jardin, ni même le droit d'entrée. La voix de Camille était douce, mais chacun de ses mots était un verrou. Et c'est là que j'ai compris. Je n'avais pas seulement signé des papiers, j'avais signé ma disparition. Pendant que je buvais du thé et riais avec Marianne, ils avaient effacé ma vie.
Camille restait plantée sur le seuil, bras croisés sans rigidité, mais avec cette posture contrôlée qui donne l'illusion du dialogue. Sa voix gardait ce ton bienveillant, celui qu'on emploie pour consoler un enfant en colère. On n'a pas pris cette décision à la légère, dit-elle, comme si j'étais trop fragile pour comprendre ce qui se passait. Je regardais la maison derrière elle, celle que j'avais bâtie avec Bernard, où Julien avait fait ses premiers pas dans le couloir, où des années de dimanches tranquilles, de fêtes discrètes et de deuils silencieux s'étaient empilés sans bruit. Elle était là, intacte, mais interdite. Elle n'avait pas bougé. Moi, si. Vous n'aviez aucun droit, dis-je, pas en criant, juste avec fermeté. Ma voix ne tremblait pas, même si mes genoux, eux, le voulaient. Camille inclina la tête comme pour montrer qu'elle comprenait, mais ses yeux me jaugeaient comme on évalue une situation à résoudre. En fait, si, répondit-elle doucement. Tout est à notre nom maintenant. Légalement, on est tes responsable, ce qui veut dire qu'on doit prendre des décisions difficiles parfois. Elle souriait, comme si ce qu'elle venait de faire était une forme d'amour. Julien n'était pas là. Je ne savais pas s'il avait eu peur de me voir ou s'il préférait simplement ne pas assister à la scène. Il avait toujours fui les conflits, laissant Camille s'occuper des mots. Même enfant, il se taisait quand il avait fait une bêtise, attendant que quelqu'un d'autre prenne la parole. Je lui demandais où ils avaient mis mes affaires. On a préparé quelques valises, répondit Dieu, répondit-elle. Juste l'essentiel. On ne voulait pas t'envahir. Elle indiqua la voiture garée dans l'allée, où une valise m'attendait, celle-là même que j'avais emmenée chez Marianne. Elle l'avait ouverte, rangée, déplacée, sans me demander. L'injustice me tomba dessus par vagues. Ce n'était pas seulement la trahison, c'était l'organisation méthodique de mon éviction. Ils avaient décidé quand je partirais, comment je partirais, et même où j'irais. J'étais devenue un dossier, une case à cocher. Plus une mère, plus une personne. Camille tendit la main, non pour réconforter, mais pour diriger. Allez, Rosalie, ce n'est pas la peine de faire une scène. Ma sœur t'attend. Elle toucha légèrement mon coude, comme si j'étais une vieille porcelaine. Je la repoussai. Je n'irai nulle part avec vous, dis-je. Cette fois, ma voix résonna. Pas forte, mais assez pour qu'un rideau se soulève dans une maison voisine. Camille ne réagit pas, mais quelque chose passa dans son regard. Peut-être un calcul, peut-être une contrariété. Elle recula d'un pas. Alors on devra faire appel à d'autres personnes, dit-elle. On ne veut pas te blesser, mais si tu refuses notre aide, Ahmed, on devra faire intervenir des professionnels. C'est pour ton bien. Cette phrase, pour ton bien, tomba comme une pierre. Je l'avais déjà entendue de la bouche de médecins, d'administrateurs, même de ma propre mère. Elle veut toujours dire la même chose. Ton avis ne compte plus. Je tournais les talons. Pas vaincu. Ancré. Je marchais jusqu'à la rue et appelais un taxi depuis le coin du trottoir. Je ne pleurais pas. Je ne suppliais pas. Je n'argumentais pas. Je sortis mon téléphone et commençai à noter. Nom, date, serrure changée, mots utilisés. Ils avaient moins pris mon silence pour de la faiblesse. Mais je n'ai jamais été silencieuse. J'étais attentive. Et je n'en avais pas fini. La chambre d'amis chez la sœur de Camille était propre, impersonnelle, et sentait la lessive à la lavande. Les murs étaient beige, le linge raide, les fenêtres donnaient un peu sur une haie trop haute pour laisser passer la lumière. Nous échangions à peine quelques mots. Elle comprenait que je n'étais pas en visite, mais en attente. J'ai déballé mes vêtements, pliés par des mains qui n'étaient pas les miennes, et glissé un carnet et un stylo sous l'oreiller. Ce soir-là, j'ai attendu que la maison s'endorme, puis j'ai verrouillé la porte et allumé la petite lampe de bureau. J'ai commencé à écrire. J'ai commencé par les faits, la date où les serrures avaient été changées, les phrases exactes prononcées devant la maison, les objets transférés à leur nom, les contrats d'électricité, les comptes, l'acte de propriété. Je n'avais pas tous les documents, mais j'avais la mémoire. Et j'ai toujours cru que la mémoire pouvait être une forme de preuve. Je n'écris pas pour me plaindre, j'écris pour classer, comme je l'ai toujours fait. Chaque événement noté avec des tirets, des dates, des précisions. Là où je n'avais pas de papier, j'avais encore la clarté. J'avais le silence, les heures, pour tout remettre dans l'ordre. Le lendemain matin, j'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. Maître Klein, vieux camarade de Bernard, notre avocat de famille. Nous n'avions pas parlé depuis l'enterrement de sa femme. Sa voix était plus grave, plus lente, mais toujours aussi solide. Rosalie, dit-il après un temps, que puis-je faire pour toi? Je lui avais tout raconté, le ton neutre sans larmes, juste les faits, ce qu'ils avaient fait, comment, et où je me trouvais maintenant. Il ne m'interrompit pas, il écouta.
Quand je finis, il y eut un long silence, puis il dit: «Tu as toujours été la plus prudente». J'entendis des papiers glisser sur son bureau. «Tu as encore les documents d'origine?» «Et quelques-uns», répondis-je. «Des copies, des notes. J'ai commencé à les garder dès qu'ils ont proposé les changements. So Parfait», répondit-il. C'est plus que la plupart. Nous avons convenu d'un rendez-vous dans la semaine. J'ai dit à la sœur de Camille que j'avais un rendez-vous médical et j'ai pris un taxi jusqu'au centre-ville. Une nervosité familière montait en moi. Ce n'était pas de la peur. C'était une concentration, un redémarrage. Le bureau de Maître Klein était plus petit qu'avant. Il avait réduit la voilure, semi-retraité, mais les étagères débordaient encore de codes civils et de dossiers. Il dégagea un coin de son bureau et m'invita à m'asseoir. Commençons par l'intention, dit-il. Ensuite, on parlera de capacité. C'est comme ça qu'on défait ce qu'ils ont fait. Nous avons passé des heures biais sur mon dossier. Il hochait souvent la tête, prenait des notes d'une écriture tremblante mais précise. Ils ont été rapides, dit-il, mais pas assez. Ce soir-là, de retour dans la chambre beige, j'ai ajouté un nouveau titre à mon carnet: Restauration. Parce que je ne réclamais pas seulement une maison, je réclamais le récit, mon récit, une pièce à la fois. Lors de ma deuxième visite chez Maître Klein, je suis venue avec un dossier un peu plus lourd. Il n'était pas plein, juste assez pour montrer que je n'étais pas restée passive devant ma propre disparition. Il examina chaque document avec attention, ses lunettes glissant sur son nez, soulignant parfois un mot ou une date d'un trait rouge légèrement tremblant. Il n'était plus l'homme jovial qui jouait aux échecs avec Bernard dans notre salon, à l'époque où il s'appelait encore par des surnoms. Les années avaient affaissé ses épaules, adouci sa voix, mais son esprit restait acéré, méthodique, prudent de cette prudence qui protège. Il ne s'attendait ne pas à ce que tu réagisses, dit-il en tapotant du doigt une copie de transfert d'abonnement. Et ils ont commis des erreurs, trop vite, trop approximatif. Il montra un formulaire d'un geste net. Celui-ci, il va nous servir. Nous avons ensuite abordé la question de la tutelle. Je ne savais pas que Camille avait déjà engagé la procédure avant qu'il me montre la convocation du tribunal. Ils invoquent une altération des facultés, dit-il en me jetant un regard par-dessus ses lunettes. Oubli, désorientation, danger pour toi-même. Je me redressai sur ma chaise. Je peux oublier où j'ai posé mes lunettes, mais je me souviens parfaitement de chaque phrase utilisée pour me faire signer ces papiers. Je n'élevai pas la voix, je n'en avais pas besoin. Il acquiesça. Je te crois. Et je pense qu'un juge te croira aussi. Il s'appuya contre le dossier. Mais il nous faut davantage. Une évaluation médicale, des témoignages si possible. Ton amie Marianne? Elle parlera pour moi, répondis-je. Elle a vu le changement. Elle sait que je ne perds pas pied. Oh. Il eut un petit sourire, fatigué mais sincère. Tu as toujours eu 3 coups d'avance, même à l'époque. Il regarda un instant par la fenêtre. Je me rappelle quand Bernard t'a présenté la première fois. Il avait égaré l'acte de mariage. C'est toi qui l'avais rangé. J'ai souri malgré moi. Bernard était brillant mais distrait. Moi, j'étais l'agenda, la carte, la mémoire. Il m'appelait sa boussole. Et quand il est mort, j'ai tenu la maison et nos affaires parce que je savais faire. Je n'étais pas juste une épouse, ni juste une mère. J'étais l'ossature. On va déposer une requête pour suspendre la procédure de tutelle, dit Maître Klein en reprenant ses dossiers. Ensuite, on s'attaque à l'acte. On remonte la pente, méthodiquement. Avant de partir, il posa une main légère sur la mienne. Tu fais ce qu'il faut. Il pensait dit que tu allais t'effacer. En fait, tu t'élargis. Et je quittai son bureau avec un sentiment que je n'avais plus connu depuis longtemps. Pas de colère, pas de chagrin, mais une clarté pure. Comme si le brouillard s'était dissipé. Je ne subissais plus. Je bâtissais. J'organisais. J'agissais. Camille et Julien m'avaient été sous-estimés. Ils avaient été vu une femme vieillissante, pas une archiviste de sa propre dignité. Ils avaient oublié que derrière chaque reçu gardé, chaque nom noté, chaque silence respecté, il y avait quelqu'un qui n'avait jamais cessé d'observer, qui était toujours prête. La demande de mise sous tutelle arriva dans une enveloppe blanche, épaisse, marquée d'un cachet rouge. Camille l'avait déposée au tribunal le jour même où je partais pour Annecy, pendant qu'elle me souhaitait un bon séjour au téléphone, le sourire dans la voix. Je lisais chaque ligne lentement, soulignant les formules. Inquiétude quant à la sécurité, signes de confusion, recommandations de placement adapté.
Il n'y avait pas de mensonges, juste des torsions, des faits présentés de manière à servir leur version de l'histoire. J'avais oublié un rendez-vous médical, j'avais laissé la bouilloire sur la plaque, mais j'avais tout noté le lendemain, comme toujours. Maître Klein répondit dans les 48 heures. On ne fait pas que se défendre, dit-il. On remet les pendules 7 à l'heure, et on va laisser les experts dire ce que toi et moi savons déjà. Et soit c'est, Le juge ordonna une série d'évaluations indépendantes. Je m'y suis soumise sans résistance. Les médecins me posaient moi des questions simples, la date, le président actuel, mon lieu de naissance. Puis des questions plus complexes. Savez-vous pourquoi votre famille demande une tutelle? Je les regardais dans les yeux, parce qu'ils veulent le fruit de mon travail sans en porter le poids. La psychiatre était plus jeune que je ne l'imaginais, attentive mais prudente. Elle me demanda de décrire mes journées, ma mémoire, mes projets. Je lui racontais mes lectures hebdomadaires, mes comptes tenus à la main, les plans de menthe que je venais d'ajouter au bord de la clôture. Vous ne semblez pas confuse, conclut-elle. Je souris doucement. C'est parce que je ne le suis pas. Julien ne vint à aucune des consultations. Camille assista à une seule, adoptant son ton de soie habituel. On est juste inquiet, dit-elle au médecin, les mains sagement posées sur les genoux. Elle a toujours été très lucide, mais ces derniers temps, elle laissa sa phrase mourir doucement, comme une inquiétude qu'elle n'osait pas formuler. Je la terminai à sa place. Elle pense que je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je comprends, à chaque étape. Quand le rapport arriva, Maître Klein le lut à haute voix dans son bureau. Autonome, cohérente, indépendante. Aucun signe de déclin cognitif au-delà du vieillissement normal. Il leva les yeux vers moi. Ils vont détester ça. Ja, het is, Je ne souriais pas. Il n'y avait rien de joyeux là-dedans. Seulement la justice, en train de se déployer, lentement mais sûrement. Camille et Julien n'avaient été pas prévus de résistance. Ils s'attendaient à une reddition silencieuse. Mais je n'ai jamais capitulé, ni quand Bernard est mort, ni quand j'ai élevé Julien seul avec une pension de veuve, ni quand l'arthrose a commencé à me voler ma calligraphie. L'audience fut fixée. Maître Klein prépara les pièces. Je les relus toutes 2 fois, annotant les marges de mes remarques. «Ils ont oublié qui tu es», dit-il en triant les dossiers. «Ils ont cru que vieillir, c'était disparaître». Mais je n'étais pas partie. Je ne m'effaçais pas. Je construisais. Non pas une vengeance, mais un dossier, un rétablissement, une vérité. Et je le faisais en mon nom propre. Le matin de l'audience, je m'habillais comme je le faisais lors des rentrées à la bibliothèque, veste marine, chemisier repassé, talons bas. Pas pour paraître, mais pour affirmer. Je voulais que le juge voie une femme qui savait encore ce que signifiait être rigoureuse, exacte, entière. La salle d'audience était petite, fraîche, baignée d'un calme pesant. Maître Klein était à mes côtés, ses dossiers parfaitement ordonnés, ses lunettes glissant doucement sur son nez. De l'autre côté, Camille était droite comme une statue, les mains croisées, le visage lisse. Julien, lui, fixait le sol. Il ne me regarda pas une seule fois. Ce fut leur tour de parler en premier. Camille prit la parole d'une voix douce, mesurée. Elle oublie de plus en plus souvent, dit-elle. Elle a laissé le gaz allumé, elle a manqué des rendez-vous. Nous voulons seulement assurer sa sécurité. Elle m'appela belle-mère, jamais Rosalie. Elle m'enveloppait dans du coton, comme si j'étais déjà à moitié absente. Maître Klein attendit qu'elle ait terminé, puis il se leva, calmement, et entreprit le démontage. Il présenta chaque pièce, mes notes, les courriers, le calendrier retraçant chaque étape. Il lut des extraits des évaluations médicales. Il cita Marianne et 2 voisins qui avaient témoigné de mon autonomie. Aucune base médicale ne justifie une tutelle, aucun fait probant d'incapacité. Il laissa le silence se poser, lourd, avant de se tourner vers le juge. Celui-ci feuilleta lentement les documents. «Madame Berthier, comprenez-vous ce qui se passe aujourd'hui?» me demanda-t-il en me regardant dans les yeux. «Oui, monsieur le juge», répondis-je. «Mon fils et sa femme ont utilisé mon âge pour s'imaginer que je n'étais plus capable de gérer ce que j'ai construit. Ils ont voulu le contrôle sous le déguisement du soin, mais ils ont oublié que je sais encore lire les petites lignes.» Le juge se tourna vers Camille. «L'avez-vous informée, avant de changer les serrures, qu'elle ne pouvait plus revenir chez elle?» Camille balbutia quelque chose sur l'inquiétude et le stress émotionnel. Sa voix se brisa pour la première fois. Julien, lui, garda le silence.
du début à la fin. La décision fut rendue sans détour. La demande de tutelle fut rejetée. Le transfert de propriété fut suspendu, en attente d'une révision complète. Une injonction interdisa toute modification supplémentaire jusqu'à nouvel ordre. On ne peut pas justifier un abus sous prétexte d'inquiétude, conclut le juge. Ce n'est pas ainsi que la famille protège ses aînés. Itch. Dans le couloir, Maître Clan posa une main légère sur mon épaule. Première victoire, dit-il. Maintenant, on va chercher la maison. Je hochai la tête. Je ne ressentais pas de triomphe, juste une stabilité retrouvée. Le combat n'était pas fini, mais le brouillard s'était levé. Camille et Julien passèrent bien devant moi sans dire un mot. Je les regardais partir, ni en colère, ni triste, juste lucide. Ils m'avaient maintenant montré qui ils étaient. Et j'avais enfin entendu. L'amour sans respect n'est pas un refuge, c'est une prise. Et je ne serai plus jamais prise, ni par le silence, ni par l'attente, ni par les liens du sang. Le ciel était gris le jour où je suis retournée chez moi, un gris dense et muet qui rendait tout plus net. Maître Clan m'accompagnait, sa mallette bien en main, et un agent de police marchait quelques pas derrière nous. C'était une simple formalité pour faire respecter l'ordonnance du juge, mais le symbole était clair. Je ne revenais pas en invité. La montée de l'allée me sembla plus longue que jamais. Le jardin était taillé avec une précision qui n'était pas la mienne. Camille, sûrement. Même le paillasson avait été changé. Il disait «Bienvenue chez nous», ce qui sonnait comme une moquerie. Elle ouvrit la porte avant que je ne frappe. Son visage se figea à la vue de l'agent. «Rosalie», commença-t-elle, sur ce ton doux et préparé que je connaissais par cœur. Mais cette fois, je ne la laissai pas finir. «Vous vouliez que ce soit plus simple», dis-je, calme, en lui tendant l'ordonnance qu'elle prit sans un mot. «Moi aussi. Voilà, c'est plus simple». Elle pâlit, ne protesta pas. Elle recula lentement, les bras croisés contre elle-même comme si elle s'attendait à une tempête. Mais il n'y en eut pas. J'entrai, simplement, dans la maison, dans l'odeur familière du bois ciré et du papier ancien. Rien n'était détruit, mais tout avait été touché. Mes livres n'étaient plus à leur place. Les photos de famille avaient été disparues des murs. Les coussins du canapé étaient montés différents. Ils avaient gommé les petites choses, les signes silencieux de mon passage, et les avaient remplacés par un vide bien rangé. Julien n'était pas là. J'appris plus tard qu'il s'était réfugié chez un ami pour le week-end. Ou peut-être ne voulait-il tout simplement pas voir ce que son silence avait permis. Camille restait debout dans le vestibule, figée. Elle attendait peut-être une directive. Je n'en donnai aucune. Je fis le tour de la maison, pièce par pièce, sans me presser. Je ne cherchais pas les preuves d'un crime. Je reprenais possession. À chaque pas, à chaque regard posé sur une étagère déplacée, je reprenais ce qui m'avait été arraché. Je finis par le bureau. Le classeur était toujours là, mais l'un des tiroirs coinçait. Je m'agenouillai, réajustai les glissières, et il se referma avec un petit clic rassurant. Ce son-là m'avait manqué plus que je ne l'aurais cru. Maître Klein restait en retrait, discret. «Vous voulez qu'on change les serrures?» demanda-t-il doucement. Je secouai la tête. «Pas tout de suite, je veux qu'ils voient ce qu'ils ont essayé de prendre et ce qu'ils n'ont pas pu garder». Camille partit peu après, ses talons résonnant faiblement sur le parquet. Elle ne dit rien. Je ne la regardais pas partir. J'étais déjà dans la cuisine, les mains posées sur les tiroirs, sur le comptoir, sur cette vie construite avec patience. Ce soir-là, je dormis dans mon lit. Personne ne frappa, personne ne demanda si j'avais pris mes médicaments. Et dans ce silence, je n'étais pas seule. J'étais restaurée, non pas parce qu'on m'avait rendu quelque chose, mais parce que je l'avais repris. Pas avec violence, pas avec des cris, mais complètement. C'était chez moi. Encore, toujours. Définitivement. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant l'aube. Pas par habitude, mais par paix retrouvée. Celle qui revient après une longue tension, comme une corde enfin libérée de son nœud. La maison était silencieuse. J'y circulais lentement, frôlant les murs comme on salue de vieux amis. Dans le bureau, la lumière douce filtrait à travers les rideaux que Camille avait choisis. Je les décrochai sans hésitation, les pliai soigneusement. Ce n'était pas par colère, mais pour rétablir l'équilibre. Je ressortis les vieux rideaux blancs, un peu jaunis mais authentiques, rangés au fond d'un tiroir. Je les remis à leur place. C'était un acte de correction, pas de revanche. Puis je me tournai vers le classeur. J'ouvris le tiroir supérieur. Les étiquettes étaient intactes. Énergie, impôts, santé. L'ordre avait survécu, même à l'intrusion. Je sortis le dossier intitulé Juridique et y insérai, en premier feuillet, la copie de l'ordonnance du tribunal. Sa netteté m'apporta un étrange soulagement. C'était un nouveau départ, rédigé à l'encre. Je pris ensuite une chemise neuve et écrivis soigneusement une nouvelle étiquette.
famille, document de limite. À l'intérieur, je plaçais la décision de rejet de la tutelle, les échanges verbaux avec Maître Klein et une feuille résumant par puce les événements clés. Ce n'était pas de l'amertume, c'était de l'archivage, la forme de clarté que la mémoire, seule, ne garantit pas. Dans l'après-midi, Marianne vint avec une tarte aux pêches et son regard aiguisé. Elle ne demanda pas si j'allais bien. Elle regarda autour d'elle et dit: On dirait que tu as tenu bon. J'ai acquiescé et nous avons bu du thé sans beaucoup parler. Les silences entre nous étaient pleins de tout ce que nous savions déjà. Julien ne m'appela pas. Camille m'envoya un unique courriel, quelques lignes évoquant l'espoir de responsabilités partagées à l'avenir. Avec l'aide de Maître Clan, je répondis: J'ai choisi de conserver le plein contrôle légal de toutes mes affaires personnelles, financières et médicales. Rien de plus. Il n'y avait plus de combat à mener. Et c'était ça, la victoire. Je passais les jours suivants à remettre les choses en place. J'accrochais à nouveau la vieille photo de Bernard et moi dans le couloir. Je ressortis la boîte à recettes couverte de poussière et la remis sur l'étagère de la cuisine. Je retirai l'horloge digitale de Camille et remis la pendule en laiton qui émettait un tic-tac doux chaque heure. Les nouveaux rideaux restèrent dans la chambre d'amis, certains changements ne sont pas nocifs. Le soir venu, je m'installai près de la fenêtre avec un livre. Pas pour fuir, mais pour revenir à celle que j'avais toujours été. Une femme qui classe, qui observe, qui endure en silence. Mais qui désormais savait aussi comment résister. Non en criant, mais en écrivant, en notant, en récupérant. Un dernier tiroir restait vide. Je l'ouvris doucement et y glissai un carnet vierge. Sur l'étiquette, j'écrivis simplement «Suite». Parce qu'il y en aurait une. On ne recommence pas souvent sa vie à 70 ans, mais moi je l'avais fait. Non parce qu'on me l'avait permis, parce qu'on n'avait pas pu me l'interdire. Et là, dans ce bureau calme, entouré de papiers et de temps, je le compris avec une certitude tranquille. Il s'était trompé de femme. Le printemps revint lentement cette année-là, comme si la terre elle-même hésitait à se déplier à nouveau. Les premiers crocus percèrent la terre encore fraîche, fragile mais décidée, juste au bord des carrés potagers que j'avais craint de ne plus jamais toucher. Un matin, je m'agenouillai doucement, les genoux contre le sol encore froid, et j'eus un sourire. Pas de joie soudaine, un sourire de reconnaissance. La sérénité s'était installée. Ce n'était pas du silence, c'était de la stabilité. Plus de visites inattendues, plus de formulaires glissés sur la table. Juste le rythme d'une vie redevenue mienne, lente et solide comme une respiration régulière. Les habitudes revinrent une à une, comme des objets familiers retrouvés dans le fond d'un tiroir. Les voisins recommencèrent à me saluer. Certains avaient entendu des rumeurs, des tensions familiales ou des histoires de justice, mais personne ne posait de questions directes. Je ne proposais pas de réponse, pas par secret, parce que j'avais déjà tout dit là où cela comptait, dans les dossiers, devant les juges, dans mes propres mots. Toutes les 2 semaines, je retrouvais Maître Clan pour finaliser l'annulation du transfert de propriété. Le processus était lent, mais plus rien n'était incertain. Ils vont contester, m'avait-il dit un jour. J'avais haussé les épaules. Qu'ils le fassent, j'ai déjà récupéré l'essentiel. Ah, attends, ce que Julien m'envoya une carte en avril, une simple carte d'anniversaire, écrite à la main, sans signature, aucune adresse d'expéditeur. Je la lus en silence, puis la glissai dans le dossier «Famille, document de limite». Je ne répondis pas. L'amour, une fois dévoyé, exige plus qu'un mot. Il demande une réparation. Et elle n'était pas venue. Je ne laissai plus la porte d'entrée déverrouillée. J'y ajoutai un deuxième verrou, non par peur, mais comme un symbole. Protéger n'était pas devenir méfiante, c'était devenir sage. Parfois, en fin d'après-midi, je m'asseyais sur la terrasse avec un livre ou avec Marianne, et nous restions là, en silence ou en conversation tranquille. Je repensais souvent à toutes ces fautes et phrases dites que mes films, que ça se dit pour mon bien. Ces mots, qui semblaient doux, mais qui tentaient peut-être de me faire taire. Je les entendais encore. Mais ils étaient peut-être lointains maintenant, genre comme des répliques d'une pièce terminée. Je recommençais à faire du bénévolat à la médiathèque 2 après-midi par semaine, juste pour ranger les rayons, répondre à sa quelques demandes de recherche. La première fois que je franchis à nouveau la porte du bureau de référence, l'odeur du bois et du papier me serra la gorge. Pas de tristesse, de reconnaissance. Je n'avais pas disparu. J'avais simplement été en pause. Il n'y a eu pas de grande victoire, pas de foule, juste une femme de 70 ans qui retrouvait ses livres, son jardin, son silence. Et c'était assez. C'était tout. Je ne racontais mon histoire que rarement.
Mais j'en gardais une copie, rangée au fond du dernier tiroir du classeur, étiquetée «Leçon». Pas pour m'en venger, pour m'en souvenir. De la facilité avec laquelle la confiance peut être détournée, de la force nécessaire pour défendre sa dignité et du tranchant que le silence peut prendre lorsqu'il est enfin rompu. C'est étrange comme les fins ressemblent souvent à des journées banales. Le courriel arrive à 10 heures, la bouilloire siffle doucement, le chien du voisin aboie une fois, puis se tait. Il n'y a pas de grande conclusion, seulement le lent retour de ce qui avait été dérangé. Ce matin-là, je m'étais installée dans le bureau avec la fenêtre entr'ouverte. L'air frais entrait en bruissant à travers les rideaux blancs, ceux que j'avais moi-même choisis, et la lumière effleurait les dos des livres alignés à la perfection. Je triais une boîte de vieilles lettres quand j'en trouvais une de Julien, écrite pendant ses années à l'université. Il me demandait de l'aide pour ses frais de scolarité. Je la lus, la repliai et la rangeai dans une pochette que j'étiquetais avant. Le téléphone sonna une seule fois. La voix de maître Klein était calme, presque soulagée. C'est finalisé, dit-il. L'acte est de nouveau à ton nom. C'est terminé. Je le remerciai, pas dans l'enthousiasme, mais avec une gratitude tranquille. Celle qui coule lentement jusqu'à l'os, quand ce qui était tordu redevient droit. Je n'appelais personne, je n'annonçais rien. Ceux qui comptaient savaient tenter déjà, et ceux qui ne comptaient plus n'étaient pas concernés. J'inscrivis la date sur le document, le glissai dans la chemise marquée maison, puis refermai le tiroir. Le bruit du métal fut doux, précis, presque cérémoniel. Dans les mois qui suivirent, Camille et Julien s'effacèrent. Il n'y eut plus de lettres, plus de visites. Peut-être avaient-ils honte, peut-être s'étaient-ils simplement lassés d'échouer à me faire disparaître. Peu importait. Je les laissais partir sans amertume. Je n'avais pas besoin de leur pardon, seulement de leur absence. Je plantais de nouveaux rosiers dans le jardin, des rouges, pas pour le symbole, mais parce que Bernard avait toujours trouvé qu'ils se détachaient bien sur la façade en briques. Je les taillais avec soin, marquais chaque plan d'une étiquette en cuivre, et je regardais les premiers bourgeons éclore, lentement, mais avec détermination. On parle souvent de la force comme de quelque chose de bruyant, d'imposant, de spectaculaire. Mais je crois aujourd'hui que la vraie force, c'est de traverser les coups sans se déformer. D'être oublié, diminué, presque effacé, et pourtant de rester soi. Je n'ai pas crié, je ne me suis pas brisée, j'ai simplement tenu bon. Le soir, je laissais la radio tourner doucement, une tasse de thé à la main, le classeur verrouillé à portée de bras. Chaque dossier à l'intérieur était une histoire, chaque document une décision. Rien n'était caché, rien n'était pris, tout était à sa juste place. Et lorsque j'éteignais la lampe pour traverser la maison, pieds nus sur le parquet que j'avais moi-même ciré, je ne ressentais ni peur, ni tension, seulement une appartenance profonde, battant à chaque pas. Cette maison n'était pas qu'un toit, elle était mon archive, mon rempart, mon affirmation. Et chaque clé sur mon trousseau, chaque page dans ce classeur, chaque silence que j'avais repris, tout cela était à moi, entièrement à moi.